Les bouquinistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver Jean-Marie Goll, l'auteur de Je tape la Manche, comme vous le savez, un livre qui m'a fortement marqué. Il va nous partager son témoignage, revenir sur son histoire et bien évidemment nous donner son recul par rapport à son expérience. Alors restez connectés parce que le meilleur reste à venir. Et n'oubliez pas, comprendre l'histoire des autres et comprendre le monde. Hello les bouquinistes, alors aujourd'hui on se retrouve avec Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie, raconte-nous, lorsque tu nous parles en fait tout simplement du début de ta vie, tu nous racontes que tout simplement, déjà au niveau familial, tu n'avais pas beaucoup d'échanges avec ton père, à un moment n'était pas très présente. Parce que ce qui t'a éloigné de ton père, c'est l'alcool aussi. Tu en parles dans L'alcool. Mon père m'a repris à l'âge de 12 ans de chez la nourrice. Tout se passait bien. Je recommençais à avoir une vie normale. Mais mon père, dès qu'il buvait beaucoup, agressif, je le faisais courir même. Ah oui. Et j'ai commencé à faire des fugues. Des fugues de 2 mois, de 3 mois. Imaginez un gamin de 13 ans, 13-14 ans, qui est dans la rue pendant 3-4 mois, à se débrouiller. Et ben c'est là que j'ai commencé à demander de l'argent aux gens, à me débrouiller. Et ce qui se passe pendant cette période-là, c'est que ton papa te cherchait lorsque tu... On me cherchait, et c'était à chaque fois qu'il me rendait à la brigade des mineurs. On était la première fois chez le juge, j'ai accepté de revenir, et la deuxième fois, j'ai dit non. C'était trop pour toi. C'était trop, j'avais l'âge de 16 ans, et j'avais le droit de choisir. J'ai dit je ne veux plus. Et pourtant, tu expliques que ta belle-mère, elle avait vraiment été une belle-mère, en fait, comme tu aurais aimé, tout simplement. Oui. Elle prenait soin de toi. Oui, elle était gentille. Elle était gentille. Et dans le livre, tu nous dis que tu n'as jamais eu de nouvelles, finalement, de ta maman biologique. J'ai appris il y a 2 ans qu'elle est décédée. D'accord. Et je me suis renseigné, elle parlait beaucoup de moi. D'accord. Mais j'arrivais jamais à la retrouver. J'arrivais jamais, elle avait pas de réseau, de internet. C'est bon de savoir qu'elle parlait de toi. Ouais. La famille. La famille. Quelque chose d'important. Quel recul tu en as aujourd'hui du haut de ton âge? Bah, c'est une grande leçon que j'ai appris à devenir une personne beaucoup plus humaine. On voit beaucoup de choses, quand on vit la rue. On étudie les gens, on regarde la manière du comportement humain. Et pour moi, ce qui a été très dur, c'est quand je me suis retrouvé dans la rue. Je me dis, mais je suis jeune, qu'est-ce que c'est ma vie? Bah, quand on est jeune, on a pensé au suicide. Tout ça, tout le monde quand il tombe, on a cette idée en tête. On se dit, on est des personnes qui servent à rien du tout, qu'est-ce que je fais dans ce monde? J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai pas de famille. Puis on se dit, mais je sers à rien. On se dit, la vie, elle est injuste. Je dis, pourquoi l'autre, il a ci, et toi, t'es comme ça. Et après, t'apprends fil à l'aiguille, à commencer à prendre la débrouille. Ben, j'ai été aidé par d'autres anciens SDF qui m'ont aidé, qui m'ont formé, qui m'ont soutenu. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de solidarité entre SDF. Pas comme à notre époque de maintenant. Maintenant, c'est beaucoup s'enfoncent entre eux. Donc tu dis qu'il y avait beaucoup plus de solidarité. Oui, beaucoup. À l'époque, oui, il y avait beaucoup plus de solidarité, excusez-moi, que maintenant. C'est beaucoup indépendant, je trouve. Les gens sont recroquevillés sur eux-mêmes, plus comme avant. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Oui. Mais pourtant, quand on lit ton histoire, tu nous parles de la géopolitique de la rue, avec comment dire, ce côté un petit peu, tu vois, chacun a ses intérêts, chacun a son secteur. Oui, c'est ça, oui. Son territoire. Les secteurs, t'es obligé de défendre ton secteur. Il y a Donc, toujours quelqu'un qui essaie
t'agresser, prendre ton secteur. Alors, comment tu l'expliques ce côté solidarité, mais à la fois ce côté où je défends mon secteur, j'ai mon territoire, il ne faut pas que je me fasse écraser par les autres. Comment tu l'expliques ce côté-là? Et ben, ce côté-là, ben, il faut savoir se défendre, Mm. avoir du caractère et à Mm. te faire respecter. Si tu sors une moindre faiblesse, c'est fini pour toi. Tu perds ton territoire. Moi, ou d'autres amis de rue, et ben, on avait le respect qu'on voyait quelqu'un qui était dans un endroit, on partait discrètement, bonjour, salut, ça va, bonjour. Et maintenant, les gens ont plus de scrupules, c'est dommage, dans le milieu de la rue, mais je pense que c'est à cause de la vie de plus en plus difficile, de plus en plus de gens qui sont de plus en plus dans la rue, de plus en plus de jeunes. Moi, j'en vois. Par rapport à ton époque, c'était À notre époque, moi j'ai connu l'époque quand j'ai commencé dans la rue, je voyais personne ou à part vraiment le mec qui voulait rester dans la rue. Voilà, mais c'était très rare. Maintenant, on voit n'importe où, tu prends le métro, tu vas dans la rue, tu as toujours quelqu'un qui fait la manche, voilà, de plus en plus de misère, de plus en plus de femmes, qu'on voyait pas ça avant. On voyait pas ça. Moi, je suis tombé dans la rue parce que je suis un ancien de Gatadas, pas de famille, j'avais personne pour aller. J'étais seul moi-même. J'ai appris à me débrouiller. Et où souvent, même maintenant, j'ai discuté avec des jeunes qui sont dans la rue, qui ont 18 ans, à peine 18 ans et demi. Hein. C'est les parents, t'as 18 ans, allez, t'assois. Donc, du coup, si je reviens sur ton histoire, faut pas oublier qu'elle a commencé avec une rencontre. Oui. Et en étant à la rue, c'est vrai que tu as rencontré beaucoup de personnes, des personnes qui se sont arrêtées ou pas sur ton chemin. Mais il y a eu une rencontre qui a été spéciale, celle avec Jean-Louis Debré. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Ah oui. Je me rappellerai toujours de cette image, j'étais au Drugstore à l'époque. Et je vois un monsieur arriver en vélo et je me dis, il dit quelque chose cette personne. Et classique, un mec normal, il arrive en vélo. Puis moi je lui dis, bah, je peux vous garder votre vélo? Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Il me dit, tiens, tenez, voilà le cadenas, voilà les clés. Il avait l'air confiant. Confiant. A été faire ses courses. Il est revenu. Puis il commence à discuter avec moi. Il discute avec moi, sympathique, tout. Moi je lui donne les clés, hein, il me donne un billet. Et à un moment, tu as un couple célèbre, on n'a jamais dit le nom, c'est resté entre nous. D'accord. Et qui était en train de critiquer. Il disait, oh, vous avez vu un clochard qui discute avec le président du conseil. Et ça, j'ai vu un changement de tête de monsieur Debré. Et il les a regardés et il me regarde. Il me dit, écoute Jean-Marie, on va montrer que tu es encore moins con qu'eux. Tu vas m'écrire ta vie. D'accord. Et ça se fait à quel moment? Lors de la première rencontre? La première rencontre. La première rencontre. La première rencontre, il a été vexé parce qu'il discutait avec que j'étais pas du même rang que monsieur. Mais ce personnage-là ne jugeait jamais personne. C'était quelqu'un de très très ouvert. Il était abordable. Bon, c'était quelqu'un, on le voyait rarement. C'était vraiment quand il prenait la voiture de fonction, il aimait beaucoup faire du vélo. Il faisait 30 km par jour de vélo. Voilà. Normal. Là, il voulait pas, c'était pas quelqu'un qui profitait de l'État. Il aurait pu sortir avoir une voiture de fonction. Moi j'en ai vu. Hein. Bon, tout ça, j'en voyais qui sortaient avec le garde du corps. Normal. Et ça l'a vexé, vraiment. Ça l'a beaucoup vexé de la réflexion des gens. Il m'a dit, on va montrer qui est le moins pompeux. D'accord. Et c'est là que c'est venu l'histoire. Ça l'a vexé. Ça l'a vraiment touché au cœur. De voir les gens, s'est dit, l'autre, ça y est, c'est un clochard qui discute avec. L'air de dire, tiens, c'est un moins que rien qui discute avec quelqu'un de. Et ça, et j'ai mis 1 an et demi pour l'écrire. Voilà. Alors, avant de revenir sur l'écriture de ton livre, à un moment donné, tu nous expliques que effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des propos, tu as entendu des insultes, des propos rabaissants, beaucoup de mépris. Une personne qui te dira un jour, vous salissez le trottoir. Oui.
à l'avenue Montaigne. Je me rappellerai toujours. Est-ce que c'est l'une des insultes qui t'a le plus marqué de toute cette Oh, je histoire? faisais même plus attention aux insultes. Faut pas répondre. Faut laisser dire. Au départ, quand tu commences dans les débuts de la rue, oui, ben, tu te rebiffes. Mais après, faut les laisser parler. Parce que si tu continues avec ces gens-là, c'est l'histoire sans fin. Puis nous, on fait attention à nous. On fait attention à nous dans la rue parce qu'il suffit que la personne, elle a envie de t'emmerder, excuse-moi du mot, mais elle est capable d'appeler les flics, y harceler, même si c'est pas vrai. Mais le policier va croire qui? Va croire la personne que toi, t'es quelqu'un qui est dans la rue. On ne te laisse pas, on ne te donne pas droit en fait à. Voilà. On te croit pas. Mais pas que pour moi, pour d'autres. Pour d'autres. Pour ça, je dis mieux, pas se repier. Comme si c'est pas possible. Si tu te repies, c'est bon. Au moment où l'autre, oui, appelez-moi la police, il suffit que c'est une dame qui est chipon genre, qui est intègre, famille intègre, un truc comme ça. Tu peux te retrouver en garde à vue, tu peux te retrouver. Ça peut vite basculer en fait. Vite basculer que t'as rien fait. Alors je reviens sur l'écriture de ton livre, parce que lorsque Jean-Louis Debré va te demander d'écrire ton livre, tu vas premièrement lui dire que tu risques de faire des fautes, et il te dit c'est pas grave. En fait, il va plus loin de ça et il te fait comprendre que peu importe comment tu vas écrire, là, vous allez vous arranger. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, en fait? La proposition et le fait que quelque part il y a eu face à toi quelqu'un qui était persévérant. Bah, moi, j'ai pas été beaucoup à l'école déjà. Moi, j'étais plutôt toujours figure. Avec mon système familial que j'avais, c'était pas. Vu que j'ai eu une mauvaise nourrice. Une mauvaise nourrice. Oui, très mauvaise. Je crois que tu en parles dans le livre. Est-ce que Ah tu oui, en j'en ai parles? parlé de mon enfance. Vous savez, mon père, il envoyait des colis. Des colis. Des gros colis. De l'argent. Pour m'acheter des skis, pour m'acheter un vélo. Elle le gardait. Et un jour, je reçois un colis. Ah tiens, ton papa t'a envoyé un colis. Un gros colis. Je me rappellerai du carton, il était comme ça. Elle me dit, bah tiens, j'ai envoyé ça en Italie. J'ai dit, non, non, c'est à moi. Elle m'a foutu des baffes. Les Noëls, pas de Noël. Pas de jouets dans ma chambre. Rien que dalle. Une chambre vide. Ça a dû te marquer par rapport aux Marqué. enfants à l'école. Le pire, c'était quand j'allais à l'école. Quand c'était la maîtresse qui nous disait, qu'est-ce que t'as eu à Noël? Qu'est-ce que t'as eu à Pâques? Je montais. On peut pas oublier. J'ai 57 ans. Mais j'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait. Et à un moment donné, il y a l'inspecteur qui doit venir vous rendre visite. Et en fait, elle prépare le terrain pour que tu puisses être. Voilà, le prépare les terrains. Là, elle va me faire un bon repas, tatati, elle va me parler gentiment. Elle dit, si tu dis quelque chose, ben, voilà, t'as compris? Voilà. Et c'est pas normal. Il faudrait que ces systèmes-là, parce que je suis sûr que ça existe encore, faut pas croire. Il y a toujours des familles d'accueil qui doivent exister comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut venir à l'improviste, que ça soit le jour ou la nuit. Et ils peuvent le faire s'ils le veulent. Ne pas prévenir en amont, bien évidemment. Pas prévenir. Ouais. Arriver à l'improviste. Et ils sont prévenus, tranquille, ils sont prévenus 3-4 jours à l'avance. Ils ont le temps de tout. Peut-être que le système a évolué depuis. Ça serait quelque chose. Je pense pas. Tu penses Je pas? pense pas. Les familles d'accueil. Pour l'argent, ça rapporte. Si tu avais un conseil à donner à une famille d'accueil, des parents qui accueillent des enfants, qu'est-ce que tu leur dirais? Donnez leur amour comme si c'était votre fils ou votre fille. Comme si c'était le vôtre. C'est important pour l'avenir. Moi, heureusement, j'ai été fort dans la tête. J'aurais pu mal tourner à cause de ces gens-là. J'aurais pu être un voyou, j'aurais pu être un voleur, j'aurais pu être un tueur. On ne sait pas. Ils tiennent des destinées entre leurs mains, ces familles d'accueil. Ouais, j'ai dû être protégé par Dieu, André. Je dois avoir un ange au-dessus de la tête. C'était l'enfer. Et c'est par là que ça a démarré. L'école, bon.
Mais pourtant, dans le livre, tu nous expliques que le fait d'aller à l'école et de savoir que justement tu allais échapper aux griffes de ta nourrice qui quelque part était un peu, on peut Oui, dire, maltraitante, voilà. ça te réconfortait. L'école, oui. Mm. Quand je revenais, c'était à reculons. À reculons. Et là, maintenant, on te propose d'écrire ton livre. Quelle opportunité tu vois? Qu'est-ce que tu imagines quand tu... Moi, quand je dis, oh bon, le livre, s'il y en a qui l'achètent, j'aurais jamais pensé. Même lui, il m'a dit, on fera quelques télés. J'ai dit, ok. On passait des journées radio, télé, radio, télé, radio, télé, et des journées entières. Et Tu t'es dit, c'est incroyable. c'est incroyable. Et c'est marrant, j'ai eu des gens qui ne donnaient pas quand j'étais dans la rue. Et ça, je me rappellerai, c'était à la vie montagne. Il y a une dame qui m'avait jamais donné. Jamais donné. Je dis, oh, je vous ai vu à la télé, tiens, tenez, monsieur. Je lui dis, j'en ai plus besoin, vous pouvez le garder, madame. Ah, C'était avant, il fallait réfléchir. d'accord. Mais vous voyez, quand même, j'étais rien du tout. J'étais quelqu'un sans un trottoir, voilà, en train de demander de l'argent pour survivre. Et suffit que on commence à avoir une notoriété, t'as des gens qui viennent de partout. Vous voyez comment c'est le monde? Ça y est, t'es quelqu'un qui est connu. Les gens vont venir vers toi. Je suis le même être humain qu'avant. Je suis la même personne. Et j'étais ignoré. Je passais des heures, des fois, sous la pluie, où les gens passaient comme ça devant toi, sans calculer, ils en avaient rien à foutre. Et il suffit que j'étais connu, là tous les gens venaient discuter, tatati. Je peux vous prendre en photo avec vous, tatati. Et j'étais content d'un côté, parce que j'avais des collègues de boulot. Je dis, il y a plein de gens qui viennent nous donner. Merci Jean-Marie. Ça a renversé la tendance. Oui, la tendance pendant un moment. J'ai dit, bah tant mieux. Ils m'ont donné ça. J'ai dit, gardez pour toi, tant mieux pour toi. Ça fait plaisir. J'ai dit, pour une fois, au moins, tes journées seront beaucoup plus courtes pour vous. Oui, dans la galère. Au moins, vous allez manger dans un bon resto, prendre une chambre d'hôtel, voilà. Mais ce qui est marrant, je n'aurais pas une notoriété. Je serais encore fait dans la rue. Il suffit que tu aies une notoriété, c'est bien. Les gens viennent te voir. Bizarre, hein? Et ce renversement, en fait, est-ce que toi, tu n'y vois pas une forme de « Ah, il y a une prise de conscience, je réalise Il y a eu maintenant. une prise de conscience par des gens. Mais la prise de conscience, elle est partie. Il suffit, ça y est, t'as du succès, tu vois plus la personne, tatati, tatata. Les gens, c'est comme ça, c'est comme une mode. C'est comme une mode. C'est comme un chanteur, il sort un tube, ouais, c'est lui, ouais. Et le jour qu'il arrête de chanter, on l'aura oublié. Ah, c'est ça, les gens oublient. Tant que les gens ont leur confort, qu'ils ont leur frigo rempli chez eux, qu'ils ont leur toit pour dormir, les autres, ils en ont rien à foutre. Mais ça peut leur arriver. Ça peut leur arriver. Ils perdent leur boulot, le loyer, on n'arrive plus à le payer. Et ben voilà, tu te retrouves dans la rue. Les huissiers au cul, tout le bordel, voilà. C'est ça que je veux faire comprendre. Les gens, il faut qu'ils soient solidaires tout le temps. Regardez, les guerres qu'il y a partout dans le monde. Les gens qui se tapent sur la gueule, pourquoi? Des morceaux de terrain. Oui, c'est moi le plus puissant. Voilà, mon pote, la vie, elle est courte. Hein. Plus tard, il y aura d'autres personnes qui seront après toi. On est de passage. On a progressé en technologie, mais question d'intelligence, on s'est rabaissé. Énormément. Le racisme, la guerre, le pouvoir, l'argent, le territoire. C'est quoi ce monde? Un monde de conquête. Vous prenez Internet, celui qui a le meilleur avion, celui qui a la meilleure fusée, celui qui a le meilleur, je sais pas, le char. Il faut arrêter ça, le meilleur sous-marin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Oui, c'est bien beau, l'anti-gaspi, des trucs comme ça. Oui, recyclable, pollution. Mais quand vous avez une bombe qui explose dans un pays, ça dégage quand même dioxyde de carbone, sans compter les gens qui meurent. Ah, ça c'est une très bonne question. Oui. On n'a pas autre chose à foutre. On n'est qu'une poussière dans l'espace. Hein. C'est ça qui m'énerve en ce moment. Alors c'est pareil, je suis ici, je m'appelle un tel, je suis monsieur un tel, je suis madame un tel. Le mec est dans la rue,
C'est un être humain comme tout le monde. Lui, il n'a pas eu de sa chance. Ou quand tu as eu des réflexions, t'as qu'à travailler. T'as des gens qui me disaient ça. Mais qu'est-ce qui se permet de me juger? Il me connaît? Non, il ne me connaît pas. Il sait pas ma vie. J'avais connu un monsieur qui avait un super appartement à l'avenue Foch. Avec une société. Millionnaire. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans la rue. Contrôle fiscal. Le comptable qui a magouillé sur les trucs, c'est lui qui a tout pris. Il saisit de l'appartement. Sa femme s'est barrée avec ses 2 enfants. Il s'est retrouvé avec plus rien. Eh oui. Et ça va vite faire, hein. Ou quelqu'un qui est dans la rue. Il le connaît, il était sur les Champs-Élysées, toujours à pieds nus. Et c'était un mec qui a été 3 fois champion du monde de karaté. On ne sait pas ce qui s'est passé de sa vie. C'est un décès, il a peut-être perdu sa femme, accident de voiture, le mec a pété un plomb. Ce que tu veux me dire, c'est que la dégringolade, c'est très rapide. Peut arriver à n'importe qui. Il suffit quelqu'un, il perd, je sais pas, un mec qui est médecin, qui est un chirurgien. Le mec, il perd sa femme, un accident de voiture avec ses enfants, le mec, il pète un câble. Il se laisse aller, c'est fait. Beaucoup de choses, c'est comme ça. Pour ça, faut pas se permettre aux gens de juger ce qui est dans la rue. Au contraire, lui parler et l'aider. C'est le plus important des choses. Et pour revenir à ton expérience de la rue, tu parles du mépris, des insultes, mais quand tu parlais de solidarité, est-ce que dans ton livre, tu nous parles par exemple de cette fameuse expression SDF, où vous n'étiez pas sans domicile fixe? Sauvagement diminué par la France. Voilà, sauvagement diminué par la France. Vous aviez une manière un peu de, par l'humour en fait, quelque part, de Oui. répondre. Moi, ce qui m'a sauvé dans la rue, j'ai eu beaucoup d'humour. J'avais toujours des blagues. C'est ça qui m'a sauvé. Mais si j'aurais été assis avec une pancarte, c'est même pas la peine quand t'es assis avec une pancarte, tu vas avoir 1 ou 2 personnes qui vont s'arrêter. Ça, faut avoir de l'humour, parler aux gens. C'est fatigant. C'est usant. C'est très rare qu'il y en a arrive à 60 ans. Très, très rare. L'épuisement, dormir dehors, la pluie, tous les temps, le froid, pas manger correctement. Il faut être un bon communicant, c'est ce que tu viens de dire. C'est ça qui va sauver. Alors cette solidarité, de quelle manière elle se manifeste concrètement? Je sais que tu nous en parles dans ton livre. La solidarité entre collègues. Entre collègues. À l'époque, c'était comme ça. Par exemple, quand c'était l'anniversaire d'un collègue, il travaillait, il faisait pas la manche. On faisait tous la manche entre tous les potes qui ont cotisé avec nous, ils payaient une chambre d'hôtel et une fois pour la soirée. Ouais. C'était les cadeaux qu'on faisait, voilà. Ce jour-là, vous disiez c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà. Chacun son tour. C'est honorable parce que quelque part, vous célébriez la vie. Alors que le contexte n'est pas favorable. Pas favorable, mais on avait des bons moments de collège. On avait quand même, nous, la liberté. La liberté. Ça, c'est la chance. On n'avait pas de contraintes. On n'avait pas de loyer, on n'avait rien. On n'a pas de contraintes. Alors, tu écris ton livre, il sort. Tu nous as dit que vous avez eu l'occasion avec Jean-Louis Depré de faire de la télé, de pouvoir aussi vous rendre dans les radios, de faire parler ton livre. L'envers du décor change et tout change aussi pour toi. Ça a changé. Comment ça se passe? Tu passes d'un statut de quelqu'un qui est en très bas échelle et qui est monté. Comme ça. Du jour au lendemain. T'as l'impression que t'as pas eu en fait une transition par rapport à ça. Transition, oui, et puis tu te dis, mais le monde c'est un rêve. Tu te dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Les prix peuvent en photographie, les gens s'arrêtent, ils te demandent des autographes, ils veulent être pris en photo. C'est que avant j'étais ignoré. Pourtant je suis le même être humain. Parce que j'ai monté d'échelle. Et à ce moment-là, tu dis, en fait, ma vie, elle n'avait pas de valeur. Ce qui avait de valeur, c'est plutôt ce que... Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Pourtant, j'ai la même valeur qu'avant. Je suis le même être humain. Je suis la même personne. Oui. Vous voyez ce que ça fait, l'argent? La notoriété. Ça fait ça. Ça change les mentalités. Et je suis toujours resté ça. Quelqu'un de ça. Et donc, du coup, tu nous expliques effectivement que après justement la publication du livre, forcément, tu
tu peux te permettre d'interpeller les personnes dans les établissements, parler de ton parcours auprès d'autres personnes. Comment ça se passe ça? Le fait d'avoir en fait des réactions concrètes en fait face à toi, des gens qui te disent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont ressenti en lisant ton livre. Ils m'ont dit, vous avez une vie hyper difficile. Avec des gens qui me critiquaient, qui me disaient, ils se sont même excusés, mais désolé, on connaissait pas votre vie. C'est pour ça que moi je disais, avant de juger quelqu'un, jugez-vous par vous-même. C'est le plus important. Et vous savez, quand je commençais à écrire le livre, j'ai des gens, je dis, j'allais écrire un livre avec Jean Dudobré. Il y en a qui me ricanaient. Ah, il y en a qui riaient. Oui, ils croyaient pas, ils croyaient que c'était un baratin. D'accord. Ils croyaient pas. Mais quand ça arrivait, quand j'ai revu ces personnes, comme ça. T'as senti de la colère chez elle? Ou t'as senti du regret? Qu'est-ce que t'as... Ben, gêné. Ah, la honte. La honte. Mais j'ai remis en place. J'en ai remis quand même pas mal en place. Ouais. Voilà. Ok. Et à un moment donné, dans le livre, tu nous parles aussi en fait des saisons par rapport à Noël, en ce qui concerne. À Noël, les gens sont généreux. Plus généreux. C'est là qu'on est beaucoup plus ici. Puis en plus, on a les maraudes, t'as les restaurants du cœur, t'as la protection civile, que moi je les remercie parce que c'est vraiment, avec le bénévolat, c'est formidable ce qu'ils font. Quand tu voulais un duvet, ils te donnaient un duvet, ton café, une bonne soupe ou à manger. Donc, il n'y a rien à dire, il faut soutenir ces associations. C'est vraiment des associations importantes. Et importantes pour les gens de la rue. Pour ça, les gens n'hésitez pas à donner au restaurant du cœur et à la protection civile. Que, en plus, il y a beaucoup de jeunes. J'étais étonné de voir pas mal de jeunes de 20 ans travailler bénévolement. Ça, je leur tire mon chapeau. Ils prennent beaucoup conscience. Et ça, ces chapeaux, on a vraiment été aidés. C'est très important. Et comparé à l'été. Bon, l'été, c'est là où il y a le plus de décès. Plus d'associations. Les gens, ils partent en vacances. Ouais. Quand avec tes habitués qui te donnent un petit ticket restaurant, qui te donnent une pièce, qui vont discuter avec toi, tu vas boire un café avec eux, qui t'apportent et discutent. Ces gens-là, ils sont partis. Là, ça veut dire que tu fais pas grand-chose en dessous. Il y a beaucoup de décès, ben, t'es en plein soleil, beaucoup de déshydratation, des gens qu'on retrouve morts par déshydratation, d'autres par l'alcool, et d'autres par c'est salé. Et ben, faut compter à peu près, ils disent pas toujours les chiffres, il faut compter entre 500 et 1500 morts chaque été, si c'est pas plus. On n'en parle pas de ça, c'est pas intéressant. Par contre, si on parle de quelqu'un de connu, on va en parler sans arrêt. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui est face à la misère, qui connaît la galère, toi qui es passé par là et qui a été confronté à ça pendant des années, qu'est-ce que tu dirais? Qu'il faut pas se laisser aller, qu'il faut aller de l'avant, éviter les gars qui se droguent, éviter les gars qui boivent de l'alcool, Des mauvaises fréquentations. les mauvaises fréquentations. Parce que ces gens-là, ils voudront t'enfoncer, devenir comme eux. T'en as, ils veulent pas que tu t'en sortes aussi. Oui, vous avez des milieux comme ça. Il faut être fort. Et on a un avantage, on a 2 bras, 2 jambes, que t'as des gens qui n'ont pas ça. 2 bras, 2 jambes. Et qui aiment la vie. 2 bras, 2 jambes. Oui. C'est plus important. Le plus important, avoir la santé, avoir qu'on puisse marcher. C'est moi j'en ai vu, hein, quand vous voyez des enfants dans des chaises roulantes, ou des enfants qui ont le cancer, 7-8 ans. On se dit on a quand même de la chance. Ok, on n'a pas de maison, on n'a pas ça, mais on a la santé. Et je pense que c'est quelque chose de très important. On peut faire ce qu'on veut. Qu'un enfant qui est cloué dans une chaise roulante, il peut pas jouer au foot, il peut rien faire. Parce que Ouais. C'est peut-être ça le plus important. le plus important.
plutôt que les apparences, plutôt que les médias, plutôt que le fait d'être connu. Ouais, la balance. Et quelle est ta plus grande fierté par rapport à tout ton parcours? D'avoir des enfants, Hmm. c'est le plus important. Et si tu devais dire une dernière chose par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent? Une dernière chose, Hmm. quand vous croisez quelqu'un dans la rue, Hmm. ne le jugez pas. Hmm. Vous savez pas qui c'était cette personne avant. Vous savez pas sa vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est là, pas juger, aller travailler, feignant, tu salis le trottoir. Réfléchissez avant, faites tourner votre cerveau. Eh bien, nous, on va te remercier, Jean-Marie, pour nous avoir reçus sur ton lieu, ton espace. Et on va inviter tous les bouquinistes et les personnes qui verront cette vidéo à vous procurer Je tape la manche de Jean-Marie Rougol. C'est une histoire à lire et à ne surtout pas manquer. Et merci à toi, Jean-Marie. Très bonne continuation. Merci beaucoup.